Bien. Donc, nous sommes toujours dans le grand 2 des espaces à préserver. Après avoir vu que les mers et les océans étaient des espaces soumis à une forte pression, hein, à des pollutions diverses, à la surpêche, notamment aussi à la modification chimique qui provoque l'acidification des mers et des océans, liée à l'augmentation des températures notamment, eh bien, on va voir que dans un grand B, des acteurs de différentes natures, hein, donc des acteurs variés, vont participer de manière illégale à la protection de ces mers et des océans. Alors, parmi ces acteurs, eh bien, on va trouver des ONG qui vont se mobiliser. Donc, des ONG sont des organisations non gouvernementales et elles vont se mobiliser pour une gestion plus durable des ressources maritimes. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. L'économie bleue, par exemple, on vous le dit ici dans ces différents objectifs qui sont parus en 2020 hein, dans la revue Blue Economy ou Économie bleue hein, en anglais. L'économie bleue, elle est fondée sur des pêcheries durables. Donc l'objectif, c'est de créer de l'emploi, de réduire la pauvreté, d'éliminer la faim, de prendre des mesures contre la pêche illégale, de combattre la pollution et donc de protéger la biodiversité marine. Euh, Vous avez également des organisations non gouvernementales comme l'ONG Sea Shepherd, qui est représentée ici hein, sur son navire de guerre avec une tête de requin qui a été peinte dessus. Eh bien, des organisations comme Sea Shepherd vont lutter contre la pêche illégale, hein, donc vont essayer de chasser, de, de mettre la fenêtre médiatique sur des navires qui pratiquent la pêche illégale, de les dénoncer dans des campagnes très médiatisées hein, pour essayer justement de faire cesser ou au moins de diminuer cette pêche illégale. Donc d'ailleurs, parfois ça donne lieu à de véritables presque guerres navales entre les navires qui sont pris en faute et les navires de l'organisation Sea Shepherd. Hein. Les navires pris en faute essayant de repousser les assauts et les campagnes de lutte contre la pêche illégale de l'organisation Sea Shepherd. Et cette organisation va donc menacer ces navires et parfois va faire des procès, hein, par exemple au Japon, des procès contre certaines pêches qui sont jugées illégales. Euh, pour tenter également de protéger ces espaces fragiles, hein, eh bien, beaucoup d'États dans le monde vont multiplier les aires marines protégées. Alors, ces aires marines protégées où la pêche est totalement interdite, hein, vous en voyez ici, il y en a dans différents océans. On en a dans l'océan Indien, par exemple, l'aire marine protégée des Chagos, qui a été protégée par le Royaume-Uni. Ici, vous avez une aire marine qui a été protégée par les États-Unis, qui s'appelle Monument National Marine de bon, Papanomokuakea. Bon, vous m'excuserez pour la prononciation. Donc, vous avez différentes aires marines qui ont été protégées par les États-Unis. Ici, vous avez la réserve marine des îles Pitcairn qui a été protégée par le Royaume-Uni. Ici, vous avez les terres australes et antarctiques françaises qui ont été protégées, donc, comme leur nom l'indique, par la France. Donc, ces aires marines protégées où la pêche est totalement interdite, elle représente 5% de la surface totale des océans, hein, donc c'est finalement un vingtième, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien. Ici, vous avez en jaune des aires marines où la pêche, par contre, est réglementée. Et puis, vous avez d'autres aires marines protégées qui apparaissent en violet que vous pouvez localiser. Et puis, certaines aires marines, en fait, sont protégées, mais en fait, cette protection n'est pas effective, ce qui veut dire qu'on peut continuer à pratiquer la pêche illégale, qui a pas de moyen, entre guillemets, de mettre en œuvre la politique de protection. Bien. Alors, en dehors des organisations non gouvernementales ou ONG et des États, hein, il y a d'autres acteurs qui interviennent dans la protection de ces espaces maritimes. Ce sont des organisations régionales. Par exemple, l'Union européenne va interdire la pêche électrique à partir de 2021. Donc, on n'a plus le droit de pêcher avec des filets qui vont hydrocuter, si on peut dire, les poissons des grandes profondeurs. C'est une pêche notamment qui était pratiquée par les navires des Pays-Bas.
et qui était vivement dénoncé, par exemple, par les pêcheurs français, parce que c'était une pêche sans distinction qui détruisait toutes les espèces de poissons en les électrocutant. Donc ça, dorénavant, c'est interdit. Et puis le dernier acteur qui peut intervenir, eh bien c'est vous, c'est moi, c'est ce qu'on appelle les citoyens par leur choix de consommation. Par exemple, si l'on prend conscience qu'une espèce est en voie de disparition, par exemple le thon rouge, qui est si prisé des restaurateurs japonais et des amateurs de sushi, eh bien si on consomme moins de thon rouge, eh bien il y aura moins de pression sur la ressource. Donc nous pouvons aussi agir en tant que citoyens par nos façons de consommer les produits de la mer et aussi en, par exemple, vérifiant que les produits que l'on consomme viennent d'une pêche raisonnable, d'une pêche équitable et que ne sont pas, entre guillemets, des produits de contrebande. Alors cette protection, faisant appel à des acteurs variés qui participent, de manière inégale à la protection, il faudrait peut-être aller, et c'est ce qu'on va étudier dans le grand C, vers une coopération mondiale pour essayer de concilier la valorisation, c'est-à-dire la mise en valeur des mers et des océans, tout en œuvrant à leur protection. Donc, comme c'est un problème mondial, finalement, il doit être pris en compte de façon globale. Et c'est ce qu'on voit à travers ce document qui s'intitule Une protection des océans pensée à différentes échelles. Alors, si vous étiez en classe, je vous aurais donné ce document à lire et les deux questions à traiter assez rapidement. Donc, ce document qui est issu de la revue Géographie des mers et des océans, pardon, de l'ouvrage Géographie des mers et des océans publié à Bréal en 2018. Euh, la première question s'intitule Quelles sont les instances de niveau mondial qui sont évoquées dans ce document? Alors, quand vous lisez ce document, vous voyez que, par exemple, la grande barrière de corail en Australie a été inscrite au titre du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est un service qui dépend de l'ONU, hein, de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'UNESCO, c'est le service qui est chargé de protéger la culture, le patrimoine. Et donc, par exemple, la grande barrière de corail en Australie va être protégée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi, on ne peut pas l'exploiter n'importe comment. Et c'est aussi une sorte de label qui va la mettre en valeur, par exemple d'un point de vue touristique, qui va attirer des gens qui veulent aller du coup plonger sur cette grande barrière, qui veulent la visiter. Et du coup, les États riverains comme l'Australie vont œuvrer à sa protection aussi parce que ça va être une source de revenus. Ensuite, on vous demande quelles sont les autres échelles de discussion dans le petit 2, c'est-à-dire on va changer de niveau. Là, on était sur une échelle de niveau mondial, donc l'ONU ou l'UNESCO. Si on descend à d'autres échelles, par exemple, on va trouver l'échelle régionale, avec par exemple la Commission interaméricaine du thon tropical, qui veille à la gestion des multiples thonidés. Donc, on vous dit 20 entités pardon, sont réunies dans cette association qui met en présence l'Union européenne et des pays du domaine maritime importants comme le Canada ou les États-Unis. Donc, à l'échelle régionale, on trouve la Commission interaméricaine, on va trouver l'Union européenne, et puis on trouve également une échelle nationale avec des pays comme le Canada ou les États-Unis qui vont tenter donc de prendre en compte les problèmes et la gestion des mers et des océans. Et puis, si on descend encore d'une échelle, eh bien, à l'échelle locale, par exemple, on voit par exemple qu'en France, le port de Marseille est doté d'un PGEN, c'est-à-dire un plan de gestion des espaces naturels. Donc, il y a une idée de protection des espaces naturels depuis 2004. Donc, vous voyez, cette protection des océans est pensée à différentes échelles. L'échelle mondiale, avec des organisations comme l'UNESCO, l'échelle régionale avec des commissions interaméricaines du tronc tropical, le rôle de l'Union européenne, l'échelle nationale avec le Canada et les États-Unis qui vont agir au sein de leur domaine maritime important pour protéger et valoriser leurs mers et les océans, et puis l'échelle plus régionale avec voire locale avec l'exemple du port de Marseille. Alors, les différents pays ou ces différentes instances vont tenter de négocier hein, pour essayer de trouver un équilibre entre exploitation et protection des mers et des océans. Mais en fait, il n'y a pas de réel consensus, hein, c'est-à-dire que tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord, hein, chacun a des intérêts divergents, bien évidemment.
Donc souvent, c'est un peu de l'affichage, c'est-à-dire on tente de faire croire qu'on recherche une solution équilibrée, mais dans le fait, il y a une opposition entre le G77, hein, c'est 130 et 134 États des pays du Sud, donc souvent des États pauvres, et les grandes puissances, donc la France, le Japon, la Chine, les États-Unis, pour l'application du principe d'héritage commun aux eaux de haute mer. C'est-à-dire que concernant les eaux de haute mer, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes enjeux entre les États du Sud et les États pauvres et qui n'ont pas forcément les moyens, notamment en termes de navires de pêche pour aller exploiter ces eaux de haute mer, et les puissances des pays riches qui, elles, auraient les moyens. Donc là, il y a des oppositions. On voit également que l'Union européenne finance la construction de grands chalutiers, donc pour pouvoir exploiter toujours davantage plus les mers et les océans, donc pour pouvoir encore plus ratisser le fond des mers et des océans, et que également eh bien, des pays vont traîner des ONG comme Sea Shepherd en justice. Et on le voit notamment lors de ces extraits du procès qui a été fait à San Francisco, donc aux États-Unis, qualifiant Sea Shepherd de pirate. C'est ce que dit le juge Alex Kozinski, hein. Il dit il n'est pas nécessaire d'avoir une jambe de bois ou un bandeau sur l'œil pour être un pirate. Vous savez, c'est l'image qu'on a traditionnellement des pirates, qui a rejeté le 25 février le jugement d'une juridiction inférieure qui affirmait le contraire et qui devait juger les attaques en justice des baleiniers japonais contre l'ONG qui, justement, avait tenté d'empêcher la pêche à la baleine par les navires japonais. Comme le dit le juge, quand on percute des navires, qu'on lance des conteneurs d'acide, qu'on jette des cordes renforcées d'acier dans l'eau pour endommager l'hélice et le gouvernail, qu'on envoie des bombes fumigènes, on est sans moindre doute un pirate. C'est-à-dire que ça, ce sont des accusations qui sont faites contre Sea Shepherd, cette organisation qui lutte justement contre, par exemple, la pêche à la baleine faite par les pêcheurs japonais qui justifient cela en disant ce sont des recherches que l'on fait sur les cétacés. Euh, et donc, il y avait eu notamment le navire de Sea Shepherd qui était entré en collision avec un baleinier japonais. Et donc, suite à ça, eh bien, les Japonais avaient porté plainte contre cette organisation. Et comme c'est une organisation américaine qui est basée dans l'État de Washington, eh bien, cet événement a été jugé par la justice américaine et l'ONG donc a été condamnée. Je vous invite à lire plus en détail si vous voulez cet article qui vous dit que le Japon tue des baleines en vertu d'une tolérance de la Commission baleinière internationale pour la chasse à des fins soi-disant de recherche, bien que la chair des animaux finisse sur les étals nippons. C'est-à-dire que on veut faire des recherches sur les baleines, donc on les tue, et puis finalement, eh bien, on va manger la chair des baleines et elle va être vendue. Or, normalement, toute pêche commerciale de la baleine est interdite. Cependant, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande de Sea Shepherd d'annuler la décision du tribunal américain, lui demandant donc de ne plus arraisonner des navires de pêche japonais. Donc pour conclure, eh bien, vous avez un schéma que je vous ai mis sur le diaporama hein, qui reprend un peu le cours. Donc la mer, un espace stratégique et économique majeur hein, à cause de la mondialisation des échanges, qui provoque l'épuisement à cause aussi pardon, de l'épuisement des ressources terrestres, du fait aussi de la concentration des activités sur les littoraux et de l'importance stratégique des forces navales, notamment américaines et chinoises. Euh, la mer et les océans sont source d'enjeux économiques, hein, le commerce maritime avec la conteneurisation, hein, l'essentiel du commerce se fait par voie de conteneurs, la construction navale, les infrastructures portuaires, l'exploitation des ressources maritimes pour la pêche, les minerais, les hydrocarbures, le sable, la production d'énergie hydro-éolienne, le tourisme de croisière. La mer également enjeu géopolitique et géostratégique hein, par le biais de la volonté d'étendre les ZDE par les pays, l'appropriation des mers, la liberté de navigation, la rivalité entre les puissances, la lutte contre la piraterie, le contrôle des routes maritimes, le respect du droit de la mer. Et enfin, la mer est l'objet d'enjeux environnementaux. On souhaite une gestion durable des espaces maritimes. Donc pour cela, il faut les protéger avec des aires marines protégées. Il faut lutter contre les pollutions, les marées noires, les plastiques et lutter contre le changement climatique. Tout cela, ce sont à la fois des causes et des conséquences
de ce qu'on appelle la maritimisation, hein, de l'économie mondiale. Je vous remercie. Bonne journée.